puissance des efforts extérieurs à un système, puissance d'un champ de force. Considérons un champ de force agissant sur un système E est défini par une densité phi de P relativement à une mesure mu. Donc on a ici un système E quelconque et un champ de densité phi de P s'exerçant sur E. Phi de P, c'est-à-dire que le champ dépend de la position du point P dans E. Alors on peut définir le torseur statique du champ phi sur E comme le suivant. Donc le torseur résultant des actions mécaniques sur E, c'est-à-dire le torseur statique, réduit en un point A. Donc le torseur résultant des actions mécaniques sur E réduit en un point A est alors le torseur statique, bien sûr, c'est le torseur des actions mécaniques. On peut le noter phi sur E, ou bien taux de phi sur E, ou encore T majuscule de phi sur E. Donc c'est la même chose, le torseur statique qu'on a déjà vu en première année. Donc est égal, comme toujours, il faut définir une résultante et un moment. Donc on va commencer par la résultante. Donc la résultante de phi sur E est égale à la somme, ou bien l'intégrale sur E, de phi de P d mu. Donc c'est l'intégrale de phi de P d mu. Et bien sûr, le moment en A de phi sur E est égal à l'intégrale sur E de AP vectoriel phi P d mu. Par exemple, dans le cas de la pesanteur, par exemple, si on prend comme exemple la pesanteur, le champ phi, ça va être G, l'accélération de la pesanteur G, et la mesure mu, ça va être tout simplement la masse en kilogrammes, donc ça va être dm, donc ça sera l'intégrale de G dm, et bien sûr ici ça va être l'intégrale de AP vectoriel G dm, et bien sûr G fois dm, ou bien G fois G en newton par kilogramme, fois dm en kilogramme, donc ça va être une résultante en newton. Et ici, les newtons fois les distances, ça va être des newton-mètres, moment en newton-mètre. La suite, définition. Donc, on va définir la puissance. Donc la puissance développée à un instant t par ce champ, force de densité phi de P, relativement à une mesure mu appliquée au système matériel E, dans son mouvement par rapport à un repère R et. Donc la puissance est égale à l'intégrale de phi de P Vp par rapport à R d mu. Alors, puisqu'on cherche une puissance, ça va être tout simplement une force fois une vitesse. Donc la vitesse ici au point P c'est Vp par rapport à R, P appartenant à E, multiplié fois une force. La force ici c'est l'intégrale de phi d mu, donc l'intégrale de phi d mu. Donc tout simplement puissance c'est une force fois une vitesse, donc c'est l'intégrale de phi P Vp par rapport à R d mu. Alors on passe maintenant à un exemple concret, cas d'un solide indéformé. Donc c'est-à-dire qu'on va appliquer la formule à un solide S, soit un solide S dont le torseur cinématique est, donc on vous donne le torseur cinématique, oméga, vitesse de rotation, vitesse linéaire au point A. On a donc la puissance, si on applique la même formule, la puissance P du champ phi sur S par rapport à R est égale à l'intégrale de phi P Vp dm. Mais bien sûr ici vous pouvez remarquer que cette fois on a mentionné que P est un point appartenant à S par rapport à R, puisqu'on parle d'un solide indéformable, donc P est un point de S. Alors on peut par exemple écrire Vp en fonction de Va en utilisant la relation de champ de moment. Donc est égal à l'intégrale de phi de P. Donc Vp est égal à Va plus oméga de S par rapport à R vectoriel AP, ou bien plus PA vectoriel oméga de S par rapport à R, le tout dm. Ensuite, on constate bien sûr que Va est indépendant de l'intégrale. Donc je peux d'abord séparer cette intégrale en une somme de deux intégrales. L'intégrale de phi Va dm plus l'intégrale de phi
scalaire oméga vectoriel AP de M. Alors pour la première intégrale, puisque VA ne dépend pas de l'intégrale, donc je peux la faire sortir de l'intégrale, donc ça va être VA fois l'intégrale de phi P dm. Plus, pour la deuxième intégrale, la même chose, on constate que oméga ne dépend pas de l'intégrale, donc je peux la faire sortir. Mais là, il faut faire attention, c'est un produit mixte, donc on va faire ce qu'on appelle une permutation circulaire. Donc si on commence par oméga, puisqu'on va faire sortir oméga, le vecteur suivant, ça va être AP. Donc oméga, scalaire AP, vectoriel phi. Donc l'intégrale de AP vectoriel phi dm. Donc c'est une permutation circulaire du produit mixte. Alors on constate, la première remarque c'est que VA et oméga S sont les éléments de réduction du torseur cinématique. Alors que les deux autres, l'intégrale de phi dm, c'est la résultante du torseur statique, et l'intégrale de AP vectoriel phi dm, c'est le moment du torseur statique. Donc par conséquent, on constate que normalement ce résultat représente le produit d'un torseur cinématique fois un torseur statique, ou bien le commandement du torseur cinématique, torseur statique. Donc la puissance phi sur S par rapport à R est égale au torseur statique fois le torseur cinématique. Remarque, cette formule n'est valable que pour un solide. Deuxième remarque, la valeur de la puissance calculée dépend du repère de référence, car le torseur cinématique, bien sûr, dépend du repère de référence. Exemple, calcule la puissance de la pesanteur sur un solide S. Donc, soit un système S de centre d'inertie G, et soit G, l'accélération de la pesanteur, on a donc la puissance de la pesanteur sur S par rapport à R. Si on applique la formule, ça va être le torseur statique, donc la pesanteur sur S, multiplié fois le torseur cinématique de S par rapport à R. Alors on remplace le torseur statique et le torseur cinématique par leurs éléments de réduction. Donc pour le torseur, bien sûr ici on a choisi d'écrire les torseurs point G. Pour le torseur statique, la résultante c'est mg, et le moment c'est 0 puisque on a exprimé le torseur statique au point G. Donc le moment au point G est nul, bien sûr. Ensuite, le torseur cinématique, c'est oméga VG appartenant à S par rapport à R. Donc, le commandement des torseurs, bien sûr, c'est la résultante du premier multiplié fois le moment du deuxième, plus le moment du premier multiplié fois la résultante du deuxième. Le deuxième terme, bien sûr, 0 fois oméga, donc c'est 0. Donc, il nous reste mg fois VG. Donc, tout simplement, c'est le poids fois la vitesse VG appartenant à S par rapport à R. Donc, la puissance de la pesanteur sur S par rapport à R est égale à mg VG. Deuxième cas, effort d'un actionneur. Donc soit un actionneur A exerçant une action mécanique sur un solide S en mouvement par rapport à un repère R, on a, donc comme toujours, la puissance de l'actionneur sur S par rapport à R est égale au torseur statique de l'actionneur sur S fois le torseur cinématique de S par rapport à R. Donc de la même façon, on remplace le torseur statique et le torseur cinématique par leurs éléments de réduction. Donc on aura la puissance P de A sur S par rapport à R est égale. Donc pour le torseur statique, on aura une résultante statique. Par exemple, si l'actionneur est un vérin, la résultante statique est égale à la force du vérin, F. Si c'est un moteur, par exemple, si c'est un moteur électrique, donc le torseur statique n'aura pas de résultante, mais il aura juste un moment qui est égal au couple moteur, exercé par le moteur électrique. Alors là, ça c'est le cas général, c'est-à-dire qu'il y a une résultante et un moment. Ensuite, multiplié fois le torseur cinématique oméga Vp. Bien sûr, ici on a écrit le torseur au point P. Donc ça va être la résultante du premier multiplié fois le moment du deuxième, plus le moment du premier multiplié fois la résultante du deuxième. Donc, la puissance de A sur S par rapport à R est égale à R fois V. La résultante de A sur S fois V, P appartenant à S par rapport à R, plus M, P au point P de A sur S fois oméga de S par rapport à R. Deuxième paragraphe, puissance des intérêts forts entre deux solides. Considérons la liaison entre les solides S1 et S2 intérieur à un système E, c'est-à-dire qu'on a un système E composé de solides S1 et S2. Définition, la puissance totale développée par les efforts de liaison entre les solides S1 et S2, c'est-à-dire entre les deux solides, encore appelée puissance des intérêts forts de la liaison, s'exprime sous la forme suivante. P
de S1 sur S2 par rapport à R, plus P de S2 sur S1 par rapport à R. C'est-à-dire, normalement, on a ici deux actions mutuelles échangées entre S1 et S2. Donc, chacune des actions développe une puissance. Donc, on a P de S1, P due à l'action de S1 sur S2 par rapport à R, plus P, la deuxième puissance, due à l'action de S2 sur S1 par rapport à R, est égal. Donc, pour chaque puissance, on va tout simplement appliquer la formule. Donc, pour la première puissance, c'est le torseur statique de S1 sur S2, multiplié fois le torseur cinématique de S2 par rapport à R. De même pour la deuxième puissance, c'est le torseur statique de S2 sur S1, fois le torseur cinématique de S1 par rapport à R. Alors, on constate bien sûr qu'on peut factoriser par le torseur statique S1 sur S2, puisque d'après le principe des actions mutuelles, le torseur statique de S1 sur S2 est égal à moins le torseur statique de S2 sur S1. Donc, on factorise par le torseur S1 sur S2, facteur de V de S2 par rapport à R, moins V de S1 par rapport à R. Et bien sûr, le torseur V de S1 par rapport à R, je peux l'écrire sous la forme de plus V de R sur S1. Donc ça va être V de S2 par rapport à R plus V de R par rapport à S1. C'est une composition de mouvement. Donc ça donne V de S2 par rapport à S1. Cette puissance est indépendante du repère par rapport auquel est calculé. On constate bien sûr d'après le résultat final que le résultat ne dépend plus du repère R. On la notera par la suite sous la forme suivante. Donc cette puissance, c'est-à-dire la somme de ces deux puissances, la somme de ces deux puissances dépendantes de R peut être remplacée par une puissance indépendante de R. Alors S1, S2, double flèche, c'est-à-dire action échangée entre S1 et S2, et indépendante du repère bien sûr, est égal à taux de torseur statique de S1 sur S2 fois le torseur cinématique de S2 sur S1. Ou encore le torseur statique de S2 sur S1 fois le torseur cinématique de S1 par rapport à S2. Une liaison parfaite entre deux solides. Définition. La liaison entre deux solides S1 et S2 est dite parfaite si, quel que soit le mouvement de S2 par rapport à S1 autorisé par la liaison, la puissance développée par les actions mutuelles entre S1 et S2 est nulle. Alors, liaison parfaite implique automatiquement que la puissance PS1S2 échangée est égale à 0. Donc, par conséquent, on peut écrire que PS1S2 est égal à 0. C'est-à-dire que le torseur statique de S1 sur S2 fois le torseur cinématique de S2 par rapport à S1 est égal à 0. Donc, dans une liaison parfaite, le torseur des intérêts forts et le torseur cinématique sont réciproques. C'est-à-dire que les composantes nulles sur le torseur statique correspondent à des composantes non nulles sur le torseur cinématique. Et inversement. Alors ici, on a une remarque. La puissance des efforts extérieurs de S1 sur S2 dans son mouvement par rapport à R n'est nulle que si S1 est fixe dans R, même si la liaison entre S1 et S2 est parfaite. La puissance P de S1 sur S2 par rapport à R. Alors on va appliquer la formule, c'est le torseur de S1 sur S2 fois le torseur cinématique de S2 par rapport à R. Et puisque la liaison est parfaite, on peut aussi écrire que P de S1 sur S2 est égal à même torseur statique, donc S1 sur S2 fois le torseur cinématique de S2 par rapport à S1 est égal à 0 bien sûr, puisque la liaison est parfaite. Alors maintenant, comparer les deux expressions. Alors les deux expressions ici, les deux puissances ont le même torseur statique. Alors si vous voulez que cette puissance aussi soit nulle, il faut que ce torseur cinématique soit égal à celui-là. Alors quand est-ce que ces deux torseurs cinématiques seront égaux? Si S1 est fixe dans R. Alors P de S1 sur S2 par rapport à R est égal à 0 si le torseur cinématique V de S2 par rapport à R est égal à V de S2 par rapport à S1. C'est-à-dire si S1 est fixe dans R. Donc S1 et R sont équivalents. Liaison non parfaite entre deux solides. Pour toute liaison non parfaite avec proton, la puissance d'intérêt fort est négative bien sûr et correspond à une puissance dissipée sous forme de chaleur.
Donc c'est une puissance perdue. Exemple, le frottement sec et visqueux. Considérons deux solides S1 et S2 en liaison pivot glissant d'axe AX, présentant du frottement visqueux qui engendre des actions mécaniques résistantes au mouvement modélisé par le torseur statique suivant. Alors, taux de S1 sur S2 est égal moins état V, Y12, Z12, moins mu oméga, N12 et N12. On constate bien sûr que la composante de la résultante suivante X et la composante du moment suivant X ne sont pas nulles. Car bien sûr, c'est une liaison pivot glissant avec frottement. Une liaison qui n'est pas parfaite. Les coefficients état et mu de frottement, visqueux, de translation et de rotation. On donne bien sûr le torseur cinématique qui ne changera pas. Donc on a une liaison pivot glissant, ça veut dire rotation suivant X et translation suivant X. Donc on va calculer la puissance de S1 sur S2, la puissance mutuelle échangée entre S1 et S2. Alors, la puissance P S1 S2 échangée entre S1 et S2 est égale comme toujours au torseur statique de S1 sur S2 fois le torseur cinématique de S2 par rapport à S1 est égal, donc je remplace le premier torseur par son expression, torseur statique avec frottement, disons pivot glissant avec frottement, multiplié fois le torseur cinématique, une rotation suivant X, translation suivant X, puisque c'est pivot glissant. Donc pour le calcul du moment de torseur, on va multiplier la première colonne fois la dernière, c'est-à-dire la colonne résultant du premier fois la colonne moment du deuxième. Ensuite, la colonne moment du premier fois la colonne résultant du deuxième. Donc ça va être moins état V fois V, donc c'est moins V carré, Y12 fois 0 c'est 0, Z12 fois 0 c'est 0. Donc la première expression, c'est moins état V carré. Ensuite, moins mu oméga carré, M12 fois 0 c'est 0, N12 fois 0 c'est 0, donc moins mu oméga carré. 2,4, cas d'épisode d'intérêt fort. Pour un élément d'inertie négligeable tel que le ressort et l'actionneur d'inertie supposé nul, ou si chaque partie de celui-ci, c'est-à-dire de l'actionneur, est liée rigidement aux solides sur lesquels il agit, c'est-à-dire que l'inertie de l'actionneur est reportée sur les deux solides, les efforts exercés par cet élément sur les deux solides auxquels il est lié sont opposés et par la suite la puissance des intérêts forts développés par cet élément peut être calculée comme pour une liaison. Alors on verra ici des exemples pour bien expliquer ce paragraphe. Alors le premier cas, on va prendre le cas d'un ressort monté entre deux solides S1 et S2. Alors voici un ressort monté entre S1 et S2. Donc ici on va dire que S2 translate par rapport à S1. Donc on a ici un mouvement de translation de longueur L variable bien sûr. La masse du ressort est négligée, donc masse nulle. On peut ajouter le graphe des actions mécaniques. Donc là, on a entre S1 et S2 une liaison. Et bien sûr, on a un ressort monté entre S1 et S2. Donc on peut écrire que le torseur statique du ressort sur S1 est égal à moins le torseur statique du ressort sur S2. Alors tout simplement, si vous isolez par exemple le ressort, si on applique le principe fondamental de la dynamique, ou bien de la statique, c'est la même chose puisque la masse est supposée nulle. Donc on aura le torseur de S1 sur le ressort plus le torseur de S2 sur le ressort est égal à 0. Donc le torseur de S1 sur le ressort est égal à moins le torseur de S2 sur le ressort. Ou inversement, le torseur du ressort sur S1 est égal à moins le torseur de ressort sur S2. Donc les deux actions sont opposées. Par la suite, on peut aussi écrire que le torseur de S2 à travers le ressort sur S1 est égal à moins le torseur de S1 à travers le ressort sur S2. Le ressort exerce une action sur S1 en s'appuyant sur S2 ou inversement. Le ressort exerce une action sur S2 en s'appuyant sur S1.
Donc, on peut calculer maintenant la puissance P de S1 sur S2 mutuelle, mais à travers le ressort et non pas celle de la liaison. Alors, si vous ne mettez pas le ressort, on risque de confondre P de S1 sur S2 double flèche avec celle du ressort. Donc, c'est ce qu'on appelle la puissance des intérêts forts. Donc, PS1 S2, c'est la puissance des intérêts forts. PS1 S2 à travers le ressort, c'est la puissance des pseudo-intérêts forts. Donc là, on met R pour qu'on puisse faire la différence entre les deux puissances. Donc, on peut écrire que c'est l'action du ressort sur S2. Indirectement, c'est l'action de S1 sur S2. Donc, S1 sur S2 à travers le ressort. Multiplié fois le torseur cinématique de S2 par rapport à S1. Qu'on peut écrire sous la même forme. Donc, S1 sur S2 ou bien R sur S2 multiplié fois le torseur de S2 sur S1. Alors bien sûr, l'action du ressort sur S2, on a une force suivant X, puisqu'on a supposé que le mouvement est suivant X. Donc, moins K fois delta L, ou bien delta X, donc longueur finale moins longueur initiale, ou bien L à l'instant T moins L à l'instant initial, porté par X0. Alors, peu importe la deuxième composante moment, normalement, si on écrit les deux torseurs au point P et que le point P appartienne à cet axe, ce moment serait nul. Mais dans le cas général, on peut la laisser comme ça, c'est-à-dire que ça soit nul ou non. De toute façon, ça va être multiplié fois 0, puisque là, on a juste une translation et pas de rotation. Pour le torseur cinématique, pas de rotation, juste une translation, c'est-à-dire la vitesse linéaire, c'est la dérivée de L, donc c'est L point porté par X. Donc, quelle que soit la valeur du moment, ça va être un 0. Donc, on multiplie moins KL moins L0, c'est-à-dire la raideur, multiplie fois L moins L0 porté par X, multiplie fois la vitesse, L porté par X. Donc, ça va être moins K, L moins L0 fois L point, c'est-à-dire la vitesse de translation. Donc, ça, c'est la puissance dans le cas des pseudo d'intérêt fort, dans le cas d'un ressort. Alors, on passe maintenant à notre cas, le cas d'un moteur. Donc, cette fois, au lieu de mettre un ressort entre S1 et S2, on va mettre un moteur électrique, donc un actionneur. Et on va calculer la puissance des pseudo d'intérêt fort. Donc, comme toujours, moteur monté entre les deux, entre les solides S1 et S2. Stator lié à S1 et rotor lié à S2. Donc, le stator est fixé sur S1. Le rotor est fixé sur S2. On peut ajouter le graphe suivant, c'est-à-dire le graphe des actions mécaniques, donc le moteur monté entre S1 et S2, et on a une liaison pivot entre les deux. Donc là, c'est la puissance des intérêts forts, P double flèche, S1 et S2, mais là, on cherche à calculer la puissance des pseudo-intérêts forts entre S1 et S2, c'est-à-dire à travers le moteur. On signale d'abord que l'inertie du stator est rapportée sur S1, donc elle est comptée sur S1. Pourquoi? Parce qu'ils sont liés. Et l'inertie de rotor est rapportée sur S2, donc elle est comptée avec S2. Donc, on peut d'abord écrire que le moteur, le torseur statique du moteur sur S1 est égal à moins le torseur statique du moteur sur S2. Donc, de la même façon que tout à l'heure pour un ressort. Donc, c'est la même expression. Et ainsi, on peut écrire que l'action de S2 sur S1 à travers le moteur est égale à moins l'action de S1 sur S2 à travers le moteur électrique. Par conséquent, la puissance de S1 S2 à travers le moteur, donc la puissance des pseudo-intérêts forts, est égale à la puissance du moteur sur S1 par rapport à R plus la puissance du moteur sur S2 par rapport à R. C'est-à-dire qu'on l'a décomposé en deux puissances. Celle du moteur sur S1 par rapport au repère plus celle du moteur sur S2 par rapport au repère. D'où la puissance P de S1 sur S2 ou bien de S2 sur S1 est changée, mais à travers le moteur, est égale au torseur statique S1 sur S2 à travers le moteur toujours fois le torseur cinématique de S2 par rapport à S1. Ou inversement, on peut écrire que c'est le torseur statique de S2 sur S1 à travers le moteur pour le torseur cinématique de S1 par rapport à S2. C'est la même chose. Donc le torseur statique, bien sûr, est égal à C1 porté par X. Le mouvement, la rotation se fait suivant X, par exemple, les pivots suivant X. Donc Cm X, point P. Et bien sûr, c'est une liaison pivot suivant X, donc c'est oméga porté par X. Les deux autres composantes, bien sûr, la résultante du torseur statique et le moment du torseur cinématique sont nuls. D'où
puissance du moteur, c'est Cm oméga m, bien sûr, un résultat connu. On passe à la troisième cas, le pseudo-intérêt fort, la puissance des pseudo-intérêts forts dans le cas d'un amortisseur. Donc on prend l'amortisseur suivant, donc on a ici une longueur L variable, et là amortisseur, monté entre S1 et S2. Donc par analogie, bien sûr, on peut écrire exactement la même chose, sauf qu'on va remplacer le moteur par un amortisseur. Donc entre S1 et S2, pseudo-intérêt fort, puissance des pseudo-intérêts forts, égale, comme toujours, l'amortisseur sur S2, c'est-à-dire le torseur statique fois le torseur cinématique de S2 par rapport à S1, ou bien l'amortisseur sur S1 fois le torseur cinématique de S1 par rapport à S2, c'est la même chose, est égal. Alors le torseur statique dans le cas de l'amortisseur, c'est moins le coefficient de frottement visqueux état fois la vitesse L point portée par X. Et bien sûr, quelle que soit la composante ici, ça va être nul. Pourquoi? Parce que ça va donner un produit nul, ça va être multiplié fois 0, puisque ici on a juste une translation, donc la vitesse de rotation est nulle. Et la translation, bien sûr, c'est la dérivée de L, c'est L point porté par X. D'où le résultat, c'est moins état L point au carré. Avec bien sûr état, coefficient de frottement visqueux de translation.